Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Je suis heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui on va débriefer les messages clés proposés par Romain Poite. Alors, comment on va réussir nos traversées ? Eh bien, si on peut s'inspirer de ce que nous a proposé Romain, eh bien, c'était concernant la nécessité de se remettre en cause pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Quelles sont les capacités ou comment mettre en œuvre cette capacité de remise en cause ? Comment accompagner la performance dans un climat sain pour donner le meilleur de soi ? C'est le deuxième point que je vous propose. Le troisième, c'est la notion d'équité et d'humilité. Rester le plus équitable possible tout en peut-être en l'alliant à l'humilité. Et aussi de savoir se préparer physiquement et mentalement. On avait parlé une fois précédente de la connaissance de soi, physiquement et mentalement. Là, c'est plutôt comment on se prépare une fois qu'on se connaît. Ou comment on apprend à se connaître en se préparant aussi. De savoir rester froid et empathique face aux situations conflictuelles. Froid et empathique, peut-être que ça peut paraître contradictoire. De la récupération, oui. Un vaste sujet, la récupération. De la gestion du moment présent. De la capacité à rester positif malgré les difficultés, les erreurs ou les échecs. Et on finira par un conte, comme d'habitude, qui là s'appelle « Les 4 fils », toujours tiré du livre « 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde ». Alors je commence d'habitude par des citations et j'en avais 2 qui me plaisaient bien. Une qui est de Bouddha qui dit « N'insiste pas sur le passé, ne rêve pas au futur, concentre ton esprit sur le moment présent. » N'insiste pas sur le passé, ne rêve pas au futur, concentre-toi ou concentre ton esprit sur le moment présent. Et puis un autre sur le moment présent qui est « Le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient », disait Charles Caleb Colton. Et donc pour moi, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le moment présent. Et donc pour ça, on va commencer par la nécessité d'accepter de se remettre en cause pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans le moment présent. Et se remettre en cause, c'est pas être remis en cause systématiquement, loin de là. C'est accepter que par moments, certaines leçons ne peuvent fonctionner que si je me remets en cause. Parce que je fais partie des éléments et pas le seul élément. Je suis co-responsable de ce que je vis, je ne suis pas le seul responsable. Et donc en étant co-responsable, ça veut dire que par moment, quand ça ne me convient pas, c'est quelque chose que je dois changer de moi, dans mon attitude, mon comportement, c'est pas obligatoirement ce que je suis, mais en tout cas ce que je fais, ce que je crois que je fais. Et donc ça peut être un schéma mental qui a besoin d'être revu comme je dirais tout simplement comme un logiciel qu'on accepterait de modifier. Eh bien, voilà, notre logiciel, c'est notre schéma de croyance. Et notre schéma de croyance, il s'impose à nous, quoi qu'il arrive. Et donc, il suffit parfois de changer un peu mon schéma de croyance pour me permettre de faire des choses qui ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas simplement se dire que tout va réussir quand tout va mal. Non, parce que ça, c'est vraisemblablement du déni ou du mensonge. Mais simplement commencer à dire, jusqu'à présent, je n'y suis pas arrivé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas su faire. C'est peut-être moins inéluctable que je fais toujours ce qu'il ne faut pas, je n'y arriverai jamais. Toutes ces phrases dans lesquelles, en fait, on se met dans un schéma qui ne peut pas changer. Et donc, l'opportunité, c'est d'accepter que ça peut venir de moi, d'accepter que ça peut venir de mon environnement et de moi conjointement. Et donc, cette conjoncture, on va dire, particulière, fait que je n'y arrive pas, nous n'y arrivons pas. Et ça, c'est une acceptation de ça. Et je pense que quand on est sur un terrain de rugby et qu'on doit effectivement interpréter des faits qui semblent simples,
mais pour autant, à la vitesse à laquelle ils se produisent, ça produit une complexité avec le nombre de participants. Et bien donc, prendre les bonnes décisions n'est pas toujours simple, même s'ils sont aidés. Donc c'est accepter que par moment je me suis trompé, donc revenir dessus, même si c'est pas pour ça qu'il faut compenser, parce que sinon ça veut dire que j'ai commis une injustice et j'en commets une autre ensuite. Et donc c'est un jeu d'injustice permanent. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus vous faire confiance. Donc il est nécessaire de rétablir de la confiance. Et de la confiance en soi d'abord, de l'assurance, c'est-à-dire prendre des risques, et puis trouver le bon angle pour voir les choses, pour ressentir, pour savoir ce qui se joue. Voilà. Et non pas de reproduire des schémas qui font vivre des injustices justement à des personnes qui ne sont pas justes. Alors, se remettre en cause pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Idéalement les meilleures. Donc une autre capacité aussi de la remise en cause, c'est de la remise en cause des choses que j'ai mis au-dessus de moi, que j'ai donc une sorte de loyauté inconsciente à des personnes, à des situations, à des principes ou à des schémas. Et donc ces dogmes seraient toujours plus justes que ma décision. Et en fait, ça peut m'aider évidemment à prendre des décisions, mais par moments, il faut savoir aussi les remettre en question pour qu'on apprenne non pas à enfreindre une loi, mais à savoir comment fonctionner avec, ce qui n'est pas la même chose. Et y compris s'apercevoir qu'une loi n'est pas juste et donc la faire amender. Voilà. Et c'est aussi une remise en question que pour celui qui peut-être l'a fait voter, accepter qu'il la fasse changer. Accompagner la performance dans un climat sain pour donner le meilleur de soi. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question en fait de est-ce que la performance peut naître dans un climat malsain ? Est-ce que la performance, c'est-à-dire donner le meilleur de soi, peut intervenir quand je n'ai pas une connaissance de moi ? Et donc c'est des questions dans lesquelles s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de suivi de la performance, eh bien on a du mal à voir en fait qu'est-ce qui évolue. Et souvent c'est parce qu'on ne mesure pas ce qu'on fait. Donc quand on veut progresser fortement, par exemple comme dans le sport, mais il y a beaucoup d'endroits dans l'art où on fait ça régulièrement aussi, mais dans plein de moments dans la vie où on veut progresser sur soi ou sur son travail, eh bien il est nécessaire de pouvoir le mesurer. Alors même si c'est pas quantitatif, par exemple, je sais pas, la qualité du son, est-ce que je la mesure avec des fréquences ? Est-ce que je vais aussi la mesurer avec le plaisir, la satisfaction ? Et donc, une question simple, sur une échelle de 1 à 10, j'en suis à combien de plaisir ? Et si le plaisir est important pour moi, je devrais le mesurer. Si, je sais pas, la complicité dans la manière dont je joue, si je suis toujours musicien, est importante, je devrais la mesurer. Donc, qu'est-ce qui est essentiel à la performance ou à ma propre performance ? Et pour que je donne le meilleur de moi, et donc potentiellement au-delà de la performance habituelle, ou en tout cas une performance de haut niveau, ou bien formidablement mieux, l'état de grâce, eh bien, il est nécessaire de pouvoir comparer, pas se comparer aux autres, mais se comparer à soi. L'erreur du monde dans lequel on vit souvent, c'est qu'on a une compétition essentiellement tournée vers les autres, alors qu'en fait, la compétition la meilleure, c'est celle avec soi-même. Parce que la compétition avec les autres amène aussi des frustrations, aussi beaucoup d'agressivité, aussi beaucoup de comportements qui ne devraient pas avoir lieu, mais qui ont lieu, qui sont agressifs, dangereux. Le dopage en est juste un exemple. Voilà. Et donc, si je n'ai qu'à me comparer à moi, personne ne peut être ce que je suis. Donc, c'est mon potentiel que je dois exprimer davantage. Et non pas me comparer aux autres. Si je fais 1m60 ou je fais 1m90, bah, je fais 1m60 ou je fais 1m90. Et donc pour moi, c'est toujours cette, comment dirais-je, image ou cette métaphore que la nature nous donne en permanence. Un poirier n'essaye pas de faire des pommes. Nous aussi. Nous, c'est impressionnant à quel point on n'est pas capable de savoir qui on est et on essaie d'être un autre. Donc pour moi, pour augmenter la performance et pour donner le meilleur de soi, il faut accepter d'être soi et de mesurer là où on en est pour progresser. Et donc se donner des critères simples à mesurer et qui soient suffisamment spécifiques, mesurables, qu'on appelle SMART par exemple. Il n'y a pas que des choses SMART dans le sens du spécifique, mesurable, atteignable et ainsi de suite, mais vraiment penser que s'ils ne sont pas mesurables,
à cet endroit-là, ça sera difficile d'augmenter la performance parce que vous ne pourrez pas comparer les choses. La deuxième chose aussi qui me paraît importante, c'est cette notion d'équité dont Romain nous parlait. Est-ce que l'équité existe? Et là, dans l'équité, dans la performance, pour moi, ça a à voir avec un haut degré d'exigence accompagné de bienveillance. Il n'y a pas de complaisance à avoir avec soi-même. Pour autant, si je ne suis que dur avec moi, intransigeant, ça tiendra qu'un temps. Et les performances baisseront. Parce que pour beaucoup de gens, les performances ne peuvent continuer que s'il y a du plaisir. C'est ce qui fait que des artistes, des sportifs vont pouvoir pratiquer et pratiquer et pratiquer à haute dose ce qu'ils font et continuer à avoir du plaisir. Parce que dedans, il y a le plaisir qui donne du plaisir. Si je supprime la notion de plaisir, rapidement, il y aura de l'ennui et la performance baissera. Voire carrément un arrêt. Et donc, pour beaucoup de gens qui se sont contraints, parce que physiquement, c'est des grosses contraintes, ou devenir un virtuose de musique n'est pas quelque chose qui s'obtient juste en regardant l'instrument ou en grattant une guitare de temps en temps. Donc, la notion d'équité, elle commence avec soi-même. Donc, être juste avec soi, être équilibré dans mes jugements, ça n'empêche pas d'avoir un haut niveau d'exigence avec soi. Mais pour autant, avoir une relation intransigeante avec soi amène de l'intransigeance avec les autres et en général, vous devenez pénible. Et puis pour ça, justement, parce que un des moyens pour garder la tête froide ou garder la tête sur les épaules, tout ça, on parle de tête, eh bien, c'est de l'humilité. L'humilité, ça commence par les pieds plutôt, par la terre. Donc ce mix entre la terre et mes pieds et ma tête, qui me donne la distance qu'il y a entre le sol et mes yeux, ou ce que je vois du monde, me permet de rester dans l'humilité. C'est-à-dire que je suis simple, je suis connecté à ce que je suis, et pas à une image qui serait éloignée de la réalité, qui produirait des défenses permanentes et des figures égotiques dont on connaît tous le résultat et l'attitude. Donc faire attention à l'équité qu'on a sur soi et l'équité qu'on a vis-à-vis des autres. Et donc, je pense que c'est un sentiment hyper développé, pas qu'en France, mais l'injustice fait partie des choses qui sont très vite dénoncées. Mais on crie vite à l'injustice, souvent quand il n'y en a pas. En tout cas, aucune intention. Même si après, la vie n'est pas juste en soi. Je dis souvent que si vous êtes en couple, si vous vivez avec des gens que vous aimez, peu importe que ce soit dans un couple, dans une famille ou même au travail, eh bien, vous faites tout ce qu'il faut lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, vous dites une phrase déplacée, vous dites un mot qui ne va pas, et vous allez vous faire pourrir tout le vendredi, voire le week-end si vous vivez avec cette personne. Waouh, est-ce que c'est juste? Bien sûr que non dans l'absolu. Mais c'est la vie. Voilà. Je ne crois pas que la vie soit juste dans le sens équilibrée, permanente. D'accord? Il y a une harmonie. Et l'harmonie n'est obtenue que parce que j'accepte aussi le conflit. Pour pouvoir dire ce qui est à dire, voilà, crever l'abcès quand c'est nécessaire. Et pour faire perdurer l'harmonie, il est nécessaire d'oser le conflit. Ça ne veut pas dire créer des conflits. D'accord? Je ne tape pas dans la fourmilière systématiquement pour voir ce qui va se produire. Voilà, et ça me permet donc d'envisager l'équité. Alors le quatrième sujet, c'était de savoir se préparer physiquement et mentalement. Alors je le disais tout à l'heure, nous avons fait déjà une émission dans laquelle on parlait de se connaître mieux physiquement et mentalement. Mais donc pour se préparer physiquement et mentalement, il y a énormément d'exercices possibles, bien évidemment, mais souvent il faut utiliser un tiers. Un tiers qui me permet encore de voir quand je progresse, de me faire un miroir. Ça ne veut pas dire qu'il est en permanence là, c'est pas obligatoirement un entraîneur de tout, mais c'est difficile de progresser tout seul. Et donc on n'a pas besoin d'avoir un entraîneur, on peut s'entraîner à plusieurs et simplement par le co-entraînement, par le retour de l'autre aussi, je peux voir comment je progresse, je peux voir là où je progresse, et je peux voir en fait aussi comment je me stimule. Est-ce que je me stimule seul? Il y a des gens qui peuvent facilement se stimuler seuls, d'autres moins, surtout quand il y a des efforts à faire. Donc pour les efforts physiques comme pour les efforts mentaux. Donc se préparer psychologiquement, se préparer mentalement. Donc ma capacité de résistance est un des aspects de la préparation mentale, mais c'est loin d'être le seul. Par exemple, comprendre comment mon cerveau fonctionne et le mettre en facilité plutôt qu'en difficulté. Je vois que beaucoup de gens n'ont pas compris ça.
Donc, par exemple, ils révisent des trucs qu'ils ne savent pas avant de se coucher. Ah, une des pires idées qu'on ait inventées. Vous mettez en panique votre cerveau, et demain matin, vous n'avez pas dormi, et en plus de ça, vous vous rappelez que vous êtes mauvais. Donc, c'est pas une bonne idée. Vous devez réviser que ce que vous savez bien la veille, pour mettre votre cerveau en confiance. Et vous allez peut-être réviser un truc que vous ne savez pas bien, pour arriver à le savoir bien. Mais si jamais le champ est trop grand, vous mettez à nouveau votre mental en panique, et à ce moment-là, vous serez en grande difficulté. Donc ce que font les sportifs, c'est qu'ils répètent les choses qu'ils savent déjà, les gammes qu'ils savent déjà, les basiques, et non pas les trucs les plus compliqués. Sauf s'ils sont en pleine confiance et que tout va bien. Okay, donc c'est pas du tout le cas de je ne sais pas quelque chose que j'apprends la veille. Donc se préparer mentalement, c'est se connaître, savoir comment son cerveau fonctionne, savoir nos aptitudes, savoir nos endroits dans lesquels on a des difficultés, et justement comment on les prépare, comment on s'entraîne par de la visualisation, par des techniques qui gèrent aussi les anciennes, qu'on pourrait appeler blessures, traumatismes émotionnels, liés à, je sais pas, je suis tombé, j'ai raté quelque chose, ça fait écho à des examens que j'ai mal passés dans ma vie, enfin, je ne sais quoi. Mais tout ça, ça peut se travailler, ça peut s'effacer dans le sens s'amoindrir. Hein. On finit pas par aimer nos blessures, bien sûr, mais on finit par elles deviennent plus neutres. Et en conséquence, voilà, sur une échelle de 1 à 10, au lieu d'être à 9 sur l'échelle de Richter, on va dire, eh bien, je suis à 2 ou 3, et donc c'est tout à fait acceptable. Et je peux passer à travers cet obstacle parce que c'est une petite haie, au lieu d'être une grande haie que je ne peux pas franchir. Et ça, c'est la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin, je vois autour de moi que beaucoup de gens parlent de préparation mentale, mais dans la réalité, peu de gens savent se préparer mentalement. N'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est souvent encore un savoir théorique et pas un savoir pratique de mise en œuvre. Donc comment je me prépare physiquement et mentalement ? Quel que soit l'objectif que j'ai à me préparer, il est nécessaire de se rappeler comment je vais y arriver, pas comment je ne vais pas y arriver. Il est nécessaire de se rappeler dans quel état je vais arriver, donc de se projeter en fait dans le futur. Une technique, c'est le pont vers le futur qu'on utilise en PNL, mais il y en a plein d'autres. Okay, mais par exemple. Et donc à chaque fois, c'est de petit à petit s'habituer à se coacher en fait, à être la personne qu'on veut devenir être. Et l'erreur, c'est de coacher la personne à du faire seulement, donc à juste savoir faire quelque chose. Mais en fait, ça n'augmente pas toujours la confiance. Il faut vraiment coacher l'être, c'est-à-dire la personne que je veux devenir être et comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire de différent, comment elle doit se comporter de différemment, qu'est-ce qu'elle doit vivre différemment. Donc je ne sais pas si je dois être un champion, est-ce que je dois être capable de parler aux médias ? Et si aujourd'hui je ne sais pas faire ou je n'aime pas, qu'est-ce que ça va changer ? Si demain le regard des autres vont changer sur moi, comment je vais accepter ce nouveau regard ? Si les gens ne me parlent plus autrement que parce qu'ils ont un intérêt financier, je ne sais pas quoi, de gloire, parce qu'ils prennent un selfie avec moi, qu'est-ce que ça change pour moi si je suis un champion ? Et ainsi de suite. Et c'est tout ça, être un champion. Ce n'est pas seulement que de faire une performance. Et donc sinon, je ne pourrais pas la reproduire, parce que je vivrais sous la pression. Et c'est cette pression mentale que je me mets, que je mets aux autres, que j'accepte que les autres me mettent, qui devient enfin un frein à ma performance. Ou, si on utilise un autre mot, à mon bien-être. Parce que bien évidemment que pour moi, la performance dans le mal-être n'a pas de sens. Même si je comprends que certaines personnes sont prêtes à ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je proposerais. Alors, si vous voulez faire de grandes traversées, préparez-vous physiquement et mentalement. Si vous voulez faire des petites traversées intenses, aussi. Alors, savoir rester froid et empathique face aux situations conflictuelles. Alors, pourquoi savoir rester froid ? Parce qu'en fait, si j'exagère ce qui se joue, ou je fais du déni de ce qui se joue, dans les deux cas, eh bien, je ne suis pas juste avec la situation. Je devrais comprendre la nature du problème qui se joue, et y compris que j'en fasse partie. Et deuxièmement, être empathique vis-à-vis de la situation ou des personnes pour que je puisse comprendre vraiment, précisément ce qui est à l'œuvre en ce moment. Et l'empathie, c'est un moyen pour savoir ce que l'autre vit. Mais ce n'est pas de la sympathie. Il y a souvent une confusion entre empathie et sympathie. Et donc, les gens qui sont très empathiques sont souvent en plus sympathiques, enfin, développent cette aptitude qui est la sympathie, et en conséquence, mélangent les deux, et donc vivent mal quand l'autre vit mal.
Non, je peux ressentir que tu vis mal sans pour autant être mal. Je peux t'écouter et ensuite, à la suite de la séance, je ne porte pas sur moi la totalité, et même le moins possible, de choses qui ne m'appartiennent pas, qui t'appartiennent. Sinon, à ce moment-là, tous les accompagnants sont des serpillères et ils passent son temps à accepter ou à prendre sur eux le mal de l'autre. Et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. Sinon, ça veut dire que, par exemple, quand vous allez à l'hôpital, voir quelqu'un qui va pas bien, est-ce que vous avez besoin d'aller plus mal qu'elle? Je vois beaucoup cette attitude. Je trouve ça presque choquant. C'est pas le propos. Les gens ont besoin que vous les souteniez. Ils n'ont pas besoin que vous leur montriez qu'en plus, il faut qu'ils vous soutiennent. Et donc, ce n'est pas dire que je ne souffre pas de te voir comme ça, mais ça, je peux le dire sans pour autant en rajouter dans la balance ou dans la culpabilité. Parce que sinon, souvent, on augmente la culpabilité de l'autre s'il a vécu quelque chose dans lequel il s'en veut d'être là ou d'être dans cette situation, ou bien, en tout cas, on ne l'aide pas à régler les problèmes. Et c'est pour ça que pour moi, l'empathie est nécessaire pour savoir ce qui se joue, mais il n'est pas nécessaire de mettre de la sympathie systématiquement, et surtout pas pour des gens que je ne connais pas ou pas si bien que ça. Donc, le fait de rester froid me permet, dans des situations conflictuelles, parce que dans le conflit, il n'y a que 3 choses qui comptent. 3 seulement. Les faits, alors on pourrait faire basique, les faits, ça ferait les 3, mais je vais être plus précis. Les faits, d'abord les faits, et ensuite, puisque la majorité des gens ne parlent pas des faits, mais parlent des avis qu'ils ont sur ces faits, des hypothèses qu'ils font sur ces faits, des jugements qu'ils portent sur ces faits, et ainsi de suite. Donc, à la fin, ce ne sont pas des faits. Ce sont des faits transformés par la pensée de la personne qui les exprime. Et donc, ces filtres deviennent autre chose que des faits. Et puis, on met plein d'autres informations, des informations du passé, qui viennent aggraver le cas. Non, mais en fait, c'est pas la même chose. Même si vous pouvez me dire, c'est pour ça que j'écoute la deuxième partie, qui est que ça fait 5 fois que ça se produit. Mais là, on parle de la dernière, on parle pas des 5 avant, des 4 avant. Donc le but, c'est de comprendre que dans un conflit, souvent, on ne parle pas des faits, on parle que des avis, des jugements, des critiques, et ainsi de suite, au lieu de parler du fait, qui permet de rester sur le discernement de ce qui s'est joué, et donc d'être juste. Et la troisième chose qu'il est nécessaire de parler, c'est le registre émotionnel, parce que le registre émotionnel me permet de savoir, encore une fois, je prends la métaphore de l'échelle de Richter, sur une échelle de Richter de mon émotion, eh bien je suis à 9, ou je suis à 2. Et donc, il y a un énervement à 9 qui est peut-être pas fréquent, qui est peut-être pas fort à 2. Voire on en est à la colère. Et encore plus si on en était à la rage, il vaut mieux que je le sache parce que ça veut dire que on peut pas tarder. Il faut prendre une décision très rapidement. Il faut séparer les parties, enfin je ne sais quoi. Et donc tout ça, ça va permettre de gérer le conflit. Et l'erreur, c'est de pas s'occuper assez des faits pour être sûr qu'on parle de la même chose. Moi, j'ai tellement vu que en médiation, j'étais appelé et que les gens ne parlaient pas de la même chose. Et donc, on n'était pas d'accord sur les faits au fond. Et ça, c'est la première chose, c'est être d'accord sur les faits. Est-ce qu'il s'est passé ça? Comme quelqu'un qui me dit, je suis pas en retard alors qu'il est en retard, et qui me dit, j'ai 15 minutes de retard. Donc, dans la phrase retard, il y a 15 minutes de retard, il n'y a pas le mot retard. Bien sûr que si. Donc, il faut être d'accord sur les faits. Il y a un retard de 15 minutes. Peut-être que pour toi, c'est pas grand-chose. Là, c'est un avis que tu portes. Mais il y a bien 15 minutes de retard. Et donc, si je suis d'accord, on est d'accord sur les faits, on peut être d'accord sur ensuite les conséquences qu'ils ont. Avant, c'est très compliqué. Donc voilà, pour revenir à la discussion ou au problème de est-ce qu'on peut prendre des décisions saines? Bien sûr. Pour ça, il faut souvent avoir une tête plus froide, pas en toutes circonstances, mais notamment en situation conflictuelle, et rester empathique. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une énergie de tête à cet endroit-là, et il est nécessaire d'avoir une énergie de cœur pour avoir de la compassion. Et idéalement, que le ventre, l'énergie du ventre soit calme. Parce que si on est déjà dans un volcan, c'est-à-dire que tout est prêt à péter, eh bien le registre émotionnel fera capoter le processus. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là. La récupération. Alors pour revenir au moment présent, pour moi c'est un des fondamentaux. C'est difficile de vivre le moment présent quand je suis toujours en train de porter le passé. Et ou a fortiori quand le futur est compliqué. Et donc en permanence on me sort cette phrase extraordinaire en français qui dit « c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Waouh.
Mais il n'y a pas de goutte d'eau qui fait déborder un vase si le vase n'est pas déjà plein. Et le vase, c'est moi, c'est vous. Donc il faut juste vider notre vase. Et plus je vide mon vase, plus ça veut dire que j'ai récupéré de mon état physique, mon état psychologique, mon état émotionnel, peu importe. En fait, il faut que je prenne conscience que c'est moi qui remplis mon vase, ou qui me laisse remplir mon vase par d'autres, et ou des situations que la vie se charge de me proposer, et qui me sont difficiles. C'est à moi de gérer ça. Personne d'autre peut le faire. Et après, je vais me plaindre qu'une goutte d'eau fait déborder ce vase, et qu'elle justifie un comportement que j'ai qui est injuste ou injustifiable. Non, c'est juste moi qui m'occupe pas de moi. Et tant que je comprends pas qu'à ce moment-là, c'est de la lâcheté, ou que c'est de l'inconstance, de l'inconscience de ce qui se joue, eh bien, je ne peux pas être juste. Là encore, il y aurait injustice, puisque je reproche à un autre mon propre problème. Et donc, la récupération, c'est un moyen pour être de plus en plus prêt à accepter la vie et à bien vivre avec la vie. Et cette acceptation de la vie, qui peut faire écho à les rejets de Lombu que je vous avais raconté une fois précédente, eh bien, la récupération, c'est juste fondamental. Et beaucoup de gens n'ont pas compris le processus de récupération. Ce n'est pas que dormir. Ce n'est pas que prendre des vacances. Même si prendre des vacances est essentiel, vacancy en anglais ça veut dire disponible aussi, et donc être disponible. C'est avoir cet espace intérieur, extérieur, dans le temps. Et beaucoup de gens me disent, mais le temps c'est un luxe que je n'ai pas. Je ne crois pas que ça soit vrai. C'est un luxe que je ne prends pas. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Mais on a le temps de faire un sourire aux gens. On a le temps de se détendre soi-même. C'est ça, un sourire, se détendre aussi soi-même. Il faut 17 muscles pour sourire et il en faut plutôt 40 pour faire la gueule. Donc, c'est quoi le plus difficile ? Souvent, c'est une mauvaise idée que de croire que faire la tête va m'aider. Mais non, mais bien au contraire, je me fatigue. Je fatigue les autres, ça c'est sûr en plus. Mais je me fatigue moi-même si j'étais purement égocentrique. Donc, avec cette vision, je vous propose simplement d'oser récupérer, d'oser laisser de la jachère, d'oser des temps de repos, et donc de les mettre dans vos agendas, de les mettre dans votre vie, de laisser des temps qui permettent de s'ennuyer à nouveau, comme on dit, de pouvoir être entre deux états, non actifs, pas encore peut-être dans le rêve. Voilà. Et ce n'est pas que dormir. Même si bien sûr, la récupération, dormir fait partie de la récupération. Et bien dormir est un problème pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas souvent comment bien dormir. C'est-à-dire comment on fait pour dormir, comment on fait pour récupérer, dans quel état je dois être. Donc physiologiquement, il y a plein de réponses à ça. Je ne parle pas de gens qui sont en très mauvaise santé ou qui ont des gros problèmes de sommeil associés à un stress phénoménal, mais sinon, gérer son stress fait partie des choses qui vont faire que vous pourrez dormir mieux, savoir quand est-ce que votre train passe, et que si vous avez raté votre premier train, et bien en fait le deuxième est déjà moins récupérateur que le premier, donc vous dormez en gros sur la place de dormir dans le train, vous dormez sur les traverses, et donc vous récupérez pas. Voilà, donc le temps, savoir choisir ses créneaux pour dormir n'est pas neutre. Et c'est pour ça que quand on dort trop longtemps, en fait, souvent, on n'a pas bien dormi. On ne s'est pas endormi quand il fallait, mais on reste longtemps au lit. Et en fait, on n'est pas dans un processus de récupération. On récupère de moins en moins. C'est presque un gain négatif. On finit par se lever en ayant l'impression qu'on est plus fatigué que quand on s'est couché. Si c'est le cas, c'est que vraiment, il y a des choses comme ça qu'il faut que vous gériez. Donc la récupération, c'est un des moyens de rester dans une forme de présence à soi. Donc si je veux vivre le moment présent, il faut que je sois présent à moi. Sinon, ça veut dire que tout ce qui est autour de moi me perturbe. La gestion du moment présent est essentielle. Donc elle passe notamment par cette capacité à être soi-même au moment où je le suis. Et ça demande souvent d'accepter de ne faire qu'une chose à la fois. Je ne sais pas, si je taille un buisson, je suis dans mon jardin, eh ben je ne fais que ça. Je plante quelque chose, je ne fais que ça. Je ne suis pas en train de penser à autre chose qu'à la plante. Ou à la limite, je pense à la plante, mais comment elle sera plus tard.
En fait, le fait d'être connecté à ce que je fais m'enrichit, m'habite, me nourrit. Alors que si je ne suis pas présent à ce que je fais, ce n'est que la réussite de l'avoir fait. Et donc, c'est comme si j'avais une liste et je disais, bon, ça c'est fait, alors ça c'est fait, ça c'est fait. Mais ça, c'est pas la vie, ça. C'est pas d'avoir coché des cases. J'ai fait ça, moi, dans ma vie. J'ai coché des cases. C'est une grosse erreur. Enfin, voilà. Non, c'est pas une grosse erreur dans l'absolu parce que ça m'a permis de comprendre. Donc, nos erreurs, une fois de plus, sont une opportunité de comprendre des choses. Donc voilà, j'ai fait ce type d'erreur. Voilà, mais j'ai pas envie de faire des fautes, c'est-à-dire répéter mes erreurs. D'accord. Une erreur n'est en soi qu'un moyen d'apprendre quelque chose. Une faute, c'est une erreur répétée. Donc, je n'ai pas envie de faire des fautes. Même si, comme disait, ça va me revenir, il faut accepter les fausses notes. Donc, le fait d'accepter simplement, d'oser être présent à soi, nous permet d'accepter en fait notre vie. Et quand je ne suis pas présent à moi, je ne peux pas la gérer. Parce que essayer de respirer dans le futur ou essayer de respirer dans le passé, ben, c'est pas possible. Donc c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va trop dans le futur ou qu'on va trop dans le passé. Eh bien, on se met en apnée et donc on se met pas en mode récupération, au contraire. Là, on se met en mode difficulté. Et on fatigue notre corps, on fatigue notre esprit, on n'oxygène plus, on oxyde, au contraire. Et donc, ça produit pas du tout ce que j'espérais. Et donc, le dernier point, c'était de développer ma capacité à rester positif malgré les difficultés, malgré les erreurs ou les échecs. Et bien, justement, un des moyens simples, c'est d'être dans le moment présent pour que je puisse me contenter, dans le sens apprécier, pas dans le sens de ça me suffira, j'ai rien besoin de plus. Parce que c'est vrai parfois, mais parfois, effectivement, on attendait quelque chose de mieux. Simplement, est-ce que je vise l'idéal que je n'atteindrai jamais, ou est-ce que je peux accepter l'optimal, c'est-à-dire une version que j'appellerais acceptable, qui me convient, et avec lequel je peux vivre, et qui est plus que ce que j'avais avant. Donc on peut aussi évoluer, augmenter, et peut-être que des fois c'est de la sobriété la bonne réponse. Donc c'est comme face à un repas dans lequel on veut goûter tous les plats et on finit pour pas se rappeler d'un seul. Ou alors juste du moment que j'ai eu après à vomir ou je ne sais quoi, hein, si ça a déréglé votre estomac et vos intestins. Donc le but c'est plutôt de se rappeler que pour rester positif dans les échecs, il faut vider votre vase. Deuxième chose, il faut se centrer sur ce sur quoi vous avez les moyens de bouger les choses et pas ce sur quoi vous n'avez pas les moyens de bouger. Ça renvoie des contes aussi les trois portes de la sagesse que j'avais raconté, je crois, pour Johann Kachman. Eh bien, je vous incite à rester positif, c'est-à-dire aller vers. Positif ne veut rien dire d'autre que aller vers. Négatif, aller contre. Donc quand c'est négatif pour vous, c'est que ça va contre ce vers quoi vous voulez aller. Et donc, restez positif, restez concentré sur ce que vous voulez. Ne parlez pas en permanence de ce que vous voulez pas. Définissez ce que vous voulez à la place. Et des fois, on ne sait pas bien. Et donc, au début, oui, on peut établir les choses par le négatif, ce que je ne veux plus, pour ensuite se dire qu'est-ce que je veux à la place. Qu'est-ce que je veux à la place? C'est la phrase magique qui me permet de savoir ce que je devrais vouloir. Voilà, je vais m'arrêter là sur l'émission d'aujourd'hui. Je vous conte le conte de la journée. Le conte des 4 fils. Il était une fois un homme qui avait 4 fils. Pour leur apprendre à ne pas juger les choses trop rapidement, il leur proposa l'expérience suivante. Le premier irait au printemps examiner un poirier qui se trouvait à une grande distance. Le second irait examiner l'arbre à l'été. Le troisième à l'automne et le quatrième, bien sûr, à l'hiver. Les 4 saisons. À leur retour, ils en feraient une description. Les saisons s'écoulèrent, chacun alla à son tour découvrir l'arbre, et lorsqu'ils furent tous revenus, il les appela ensemble et leur demanda de décrire ce qu'ils avaient vu, et voici leur description. Concernant le printemps, le premier dit qu'il était recouvert de bourgeons verts et plein de promesses. À l'été, le second fils n'était pas d'accord, il dit qu'il était chargé de fleurs qui sentaient très bon et étaient fort belles. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Pour l'automne, le troisième fils, lui non plus, n'était pas d'accord, avec aucun d'eux d'ailleurs,
Et il dit que l'arbre était vieux et croulait sous les fruits, mais on le sentait plein de vie et satisfait. Et pour le dernier fils, qui parlait de l'hiver, il dit que l'arbre qu'il avait vu était laid, tordu et pourri. On aurait dit qu'il était mort. L'homme expliquait alors à ses fils qu'ils avaient tous raison, parce qu'ils avaient chacun vu une seule saison de la vie de l'arbre. Il leur demandera de ne pas juger de la valeur d'un arbre ou d'une personne seulement sur une saison. De même que le plaisir, la joie et l'amour que nous éprouvons dans cette vie peuvent seulement être mesurés que lorsque toutes les saisons sont passées. Alors, si on devait avoir une moralité, je dirais, ne laissez pas la peine d'une saison détruire la joie de toutes les autres. Je le redis, ne laissez pas la peine d'une saison détruire la joie de toutes les autres. Ne jugez pas la vie seulement sur les difficultés passagères. Traversez avec persévérance les mauvais moments et soyez certains que tôt ou tard, des moments meilleurs viendront, d'autres traversées meilleures. Cherchez à entendre, à apprécier et à comprendre au lieu de juger. Cela devrait vous aider à voir plus clair, à prendre les bonnes décisions une fois de plus et à apporter les meilleures solutions possibles à votre existence. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.